Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Coup d'envoi de la deuxième manche de cette émission avec lecture de vos messages. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir au hashtag espace GG ou tout simplement à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, le plus 224 657 39 13 13. On en fait lecture et puis derrière nous irons en Gambie d'où nous attendra Daouda Mohamed Kamara, notre ami, notre envoyé spécial qui va couvrir la présidentielle du 14 décembre, celle qui permettra de choisir entre Adama Barrow, le candidat indépendant, et 4 autres, justement, qui se disputent la magistrature suprême à Banjul. Et puis, pour le compte de l'interview jour, c'est bien Yamoussa Sidibé, ancien directeur général de la RTG, qui sera avec nous. Avec lui, on aborde la question de la réforme de la RTG pour en faire un média plus efficace, plus efficient sur le service public. Lecture donc de quelques messages. On commence avec ceux de Twitter ce matin. Une bonne palette de réactions à lire avec vous à la régie. Dès que vous êtes prêts, on peut y aller. Le premier que nous allons lire, c'est bien celui de Bori Di qui nous écrit: je suis un inconditionnel de Takana Zion, mais le ministre Bill de Sam devrait savoir raison garder et faire très attention à Mangana, sinon c'est ce dernier même qui viendra lui lancer les pics quand il va foirer. Wallahi. Et un autre, Abdourahman Termessé, qui nous écrit aussi: la culture ne se résume pas à la musique. Elle va au-delà, il faut l'accompagner, la valoriser pour son développement et enfin afin de créer la richesse nationale. Elle ne demande pas grand-chose, il faut y mettre de la volonté et un travail de fond, tout ira mieux. Abdourahman Termessé a donc réagi à cette émission. Et puis Bouba Dial, notre Bouba Dial qui écrit moi président, je rase toutes les maisons se trouvant sur le littoral. Ceux qui se disent victimes iront ainsi porter plainte contre les cadres et autres complices qui leur ont vendu les lieux, point barre. Bouba Dial a donc réagi à cette émission. Et puis, Excellence Timbo le Guinéen nous écrit aussi: bonjour les GG, concernant la démarche dont inscrit le ministre de la Culture, il doit absolument surseoir à cette démarche car il ne pourra pas rencontrer toutes les personnes évoluant dans ce domaine, sinon il risque de passer à côté de la plaque. Excellence Timbo le Guinéen qui nous a écrit. Et puis celui-ci, c'est Kabaïba, je crois, qui nous écrit Ouibé. Il dit: bonjour les GG, c'est bien de faire face au domaine de l'État, mais il ne faut pas oublier non plus les conflits domaniaux entre particuliers qui ont fait trop de victimes dans ce pays. Si Ousmane Gawal résout ce problème, il sera le meilleur ministre de tous les temps. Donc c'est Kaba qui nous a écrit. Un autre message toujours, c'est Moussaïdi Bari qui nous a écrit: bonjour la team des GG, on se demande juste comment avoir une bonne route tout au long des bords. Il y a des constructions anarchiques partout. La mer est même repoussée par endroits pour des constructions et c'est eux qui sont de plus victimes s'il y a risque d'inondation, risque de raz de marée ou de tsunami. Noumou nous écrit également: bonjour les GG, pour s'attaquer à ce problème, il faut commencer par les chefs de quartier et remonter jusqu'aux responsables qui délivrent les documents. Le gouvernement doit penser aussi au loyer cher. Noumou qui a réagi à cette émission. Et puis Saïkou Oumar Bolé qui est en notre compagnie aussi, il dit bonjour les GG, dans cette affaire de récupération de domaines,
Il va falloir désormais le faire en toute légalité et transparence possible, bien que c'est des domaines de l'État, mais il faut respecter les uns et les autres. J'apprécie la démarche du ministre de la Culture. Un autre, c'est bien Sidafa LC Camara, c'est Luc, j'imagine. Il dit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je suis vraiment d'accord avec l'idée de Jacques Léois. Ce matin, pour cet acte, la culture guinéenne était mal avancée. Enfin, c'est ce qu'il nous dit. Et puis Souleymane Sintali qui nous écrit aussi. Il dit bonjour les GG, parlant du ministre Ville de Sam. C'est mal fait de se déplacer vers les artistes un par un, mais la logique voudrait qu'il les regroupe tous et dire ce qu'il a à leur dire. Il faut qu'ils comprennent qu'il s'agit du ministre et non l'homme qu'il était auparavant. C'est donc Souleymane Sintali qui nous écrit. Et puis Youssef Kaba, l'inconditionnel, qui nous écrit « Le ministre Ville de Sam devra travailler à faire comprendre à travers tous les actes que le département posera que la culture n'est pas réduite à la danse et à la chanson, elle est bien plus que ça. » Youssef Kaba, le message, il est donc passé. Zebal Traoré qui nous écrit, Zebal, un des hommes de culture de notre pays. Bonjour les GG, le ministre Bill de Sam n'est pas allé voir que les artistes, chanteurs et musiciens. Il est allé voir les cinéastes et bientôt les autres corporations. Vendredi, il sera avec les humoristes. Allez à la source pour vos informations. Bien noté, Zeybal Traoré. Et puis, on fait lecture de ceux qui nous ont écrit directement. Chose promise, chose due au plus de 124 657 39 13 13. Nous sommes 10 heures passées de 8 minutes. Bonjour les GG, moi c'est Mohamed Kourouma. Depuis Cancan, laissez-moi vous-même, les cimetières ont été vendus. Ah d'accord, laissez-moi vous dire que même les cimetières ont été vendus en Guinée. Bonjour, l'habitat viole l'article 39 du Code de l'environnement, sinon il faut son avis avant le titre foncier. C'est Diallo Moussa qui nous écrit, qui réagit à ce sujet. Bonjour Tambay à toute l'équipe des GG par rapport à l'analyse de Moussa Moïsi. Là, je suis absolument d'accord avec lui. Et puis, il y a un autre qui nous écrit, c'est Mohamed depuis Nongo Tadi. Il dit bonjour les GG, je suis né à la minière. Avant, on avait accès à la mer, mais aujourd'hui, si tu veux la voir, il faut aller vers la jetée. C'est bien Mohamed depuis Nongo qui nous a écrit. Et puis un dernier sur cette plateforme, salut Lamine et salut les GG Lamine qui est en France. Pourquoi Espace ne parle pas de la grève des travailleurs des sociétés minières à Bokeh, UMS, CDM, Chine, Playboy? Ah, c'est Playboy qui nous a écrit depuis Bokeh. Enfin, il y a des gens quand même courageux. On va terminer avec celui-ci. Bonjour les GG. L'État doit sécuriser les terrains et espaces publics par des panneaux indiquant que c'est la propriété de l'État, des clôtures et des grilles et des rappels à travers les médias publics et privés et surtout des contrôles périodiques. En le faisant, personne ne se hasardera à acheter un domaine de l'État ici. Paris-France qui nous écrit effectivement, ça se fait comme ça de ce côté. Et puis, Diakaria Bournombo qui nous a envoyé un très très long message, on va voir ce qu'on peut en lire. Il dit bonjour Homo. Le ministre Gawal souhaite mettre un accent particulier sur la valorisation des ressources humaines à travers la formation et créer un réceptacle de compétences susceptibles de faire face aux nouveaux défis que nous devons relever, à savoir entre autres la consolidation des acquis, la sécurisation foncière, la lutte contre l'accaparement illicite des biens de l'État, la sécurisation des domaines publics maritimes et donc on continue la récupération des biens de l'État, le dégagement des emprises des voies publiques illégalement occupées, la promotion des logements sociaux, l'aménagement des domaines de l'État, tout un programme au bénéfice. Eh bien, c'est le protocole du ministre qui nous écrit ce matin. Le ministre que l'on sera heureux de recevoir ici pour aborder ces questions aussi épineuses. Bonjour Tambay à toute l'équipe, c'est Sinani du RPG qui nous écrit. À toute l'équipe, nous saluons cette nouvelle décision du CNRD et son ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire Ousmane Gawal Diallo dans l'intérêt supérieur de la nation pour la sécurisation foncière, la lutte contre l'accaparement illicite des biens de l'État, la sécurisation des domaines publics maritimes, la
récupération des domaines de l'État. Mon colonel, on n'est pas pressé, prenez votre temps. C'est Sinani qui nous écrit. Et puis Maki de Dar es Salaam qui nous a écrit, bonjour, l'aménagement de notre territoire est une nécessité impérieuse. C'est en cela que nous devons saluer et encourager le ministre Ousmane Gawal Diallo pour les excellents débuts. C'est un réformateur, il va résoudre le problème foncier en Guinée. C'est Maki Premier de Dar es Salaam qui nous a écrit. Et puis sur le sujet d'hier, porte-parole de DSD, qui nous prend dans le chargé de communication de DSD, qui nous écrit, il dit la décision est prise au haut lieu. Plus d'exclusivité. DSD continue librement et intégralement ses activités et DSD peut aussi importer des plaques. Donc, il n'y a plus de monopole sur la question des plaques numérologiques. Je crois que c'est comme ça que l'on dit. Jacques, on va enchaîner rapidement avec vous. C'est un phénomène qui n'est pas passé inaperçu à travers l'Afrique, à travers le monde entier. On a regardé Ali Bongo Ondimba. Oui, vous savez, c'est pour la deuxième fois ça lui arrive, mais je crois que cette fois c'était très grave. Très grave. La première fois c'était, je crois, en Grande-Bretagne. Où il devrait rencontrer le Premier ministre d'alors, Boris Johnson. Et puis il prend le risque de jeter sa canne. Il faut le voir marcher difficilement. C'était à la fois pitoyable et humiliant. Révoltant en même temps. Et cette image hier où il risque de tomber, Macron qui l'attrape, oui. Et puis tu le vois dans l'autre salle où il est en train de dormir. Depuis quand même 2018, il est dans cette situation. Après ce coup d'État le plus comique qu'on a connu, qui n'a pas pu régler les choses comme ça devrait l'être. Et il continue quand même à gérer. Nous ne sommes pas Gabonais, mais nous sommes Africains et ça nous interpelle dans cette région d'Afrique centrale. Il y a quand même des choses qui étonnent et ça fait stagner, n'est-ce pas, les nations africaines. De la même manière que lui, il a pu évoluer si vous voulez bien, sous la responsabilité de son père jusqu'à devenir ministre de la Défense et puis président de la République. Nous apprenons qu'il y a son fils Nordine Bongo qui semble aujourd'hui très introduit dans les affaires présidentielles, qui sera en train d'évoluer, son épouse qui est active dans les affaires politiques aussi. On est à se demander, est-ce que c'est lui aujourd'hui qui est en train de diriger le Gabon? Ce n'est pas le seul. Il y a Paul Biya juste à côté. Puisque nous avons réglé notre problème, on peut donc dire maintenant avec fierté qu'il y a des choses qu'il faut corriger, qu'il va falloir corriger quand même sur ce continent. Avoir des chefs d'État malades qui continuent à diriger, c'est inacceptable. Paul Biya, Ahmed Paul Biya, on dit qu'il ne parle pas, il n'entend pas, il ne voit pas, mais il est président. Ah oui, on a vu Bouteflika aussi. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des familles de ces différents présidents de dire à un certain moment aussi non, s'il ne veut pas quitter. Je pense que l'image qu'Ali Bongo donne, excusez-moi du mot, mais c'est une honte africaine. C'est une honte africaine. Il a même failli tomber sur le peron de l'Élysée. Je ne suis pas d'accord avec cela et je pense que beaucoup d'Africains ne sont pas d'accord avec cela. Il aurait même pu faire l'économie de ses efforts en restant carrément au Gabon, en ne se déplaçant même pas. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte clairement qu'il n'est même pas en train de gérer ce pays et que peut-être d'autres qui sont en train de gérer ce pays, lui, il est juste là pour la façade. La Guinée même en a connu cela à la fin du règne du général Lansana Conté. Oui. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que le peuple gabonais soit responsable. Le général Conté avait de la décence. Au moins, il le disait. Voilà, tout le monde est malade, tout le monde peut tomber malade. Voilà. Mais quand je dis il faut que le peuple gabonais soit conséquent avec lui-même, quand il y a des élections, c'est pourquoi le choix, il ne faut pas jouer avec les élections. Mais en Afrique, on a souvent tendance à jouer avec les élections en votant pour ceux qui mettent l'argent à la main à la poche pour distribuer de l'argent. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut pouvoir faire des choix judicieux qui peuvent quand même amener votre pays à aller de l'avant. Je pense que ce qui est en train de se passer n'est pas du tout normal. La Cour constitutionnelle doit prendre ses responsabilités de ce côté afin que la vacance du pouvoir soit quand même installée. Sinon,
Moi, je pense que à cette allure, d'autres personnes qui agissent au nom d'Ali Bongo risquent d'amener ce pays à l'abîme. C'est un pays qui compte même pas beaucoup d'habitants, avec autant de richesses. Mais regardez un peu, quand vous prenez d'autres pays qui n'ont rien comme richesse, mais qui aujourd'hui font le plaisir et beaucoup cherchent à aller visiter ces pays. Mais nous, les pays africains que nous avons, même la Guinée que nous avons, un si petit pays avec autant de richesses, regardez où nous sommes aujourd'hui. Donc je pense que ce n'est pas normal. Si l'Afrique ne peut pas dire à Ali Bongo, oui directement, oui votre État ne vous permet, mais les Gabonais sont mieux placés et il est temps que les institutions au Gabon fonctionnent pour que ce pays puisse aller de l'avant. Au Gabon, le pouvoir n'est pas en vacances, hein, il est au chômage. Le pouvoir est au chômage. On va donc embrayer, cette fois nous allons en Gambie dans la région de Banjul, d'où nous attend Daouda Mohamed Kamara, il est au bout du téléphone. Bonjour Daouda. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Vous êtes du côté de Banjul, Jacques Lewaleno. Alors bienvenue à cette émission Daouda. La présidentielle en Gambie, c'est en décembre prochain. Mais déjà, vous couvrez pour nous la campagne électorale. Commencez par nous dire déjà dans quel climat la campagne se déroule, aussi bien à Banjul qu'en province. Merci Jacques, merci à tous. Je vais d'abord commencer par planter cette particularité de la conduite de la campagne en Gambie. Nous sommes passés par la route, il faut le rappeler, pour rejoindre Banjul, la capitale. Nous sommes précisément aujourd'hui à Serekunda et on a constaté que la campagne pour ce début se déroule de façon sobre et c'est là en région. C'est vers les fins de campagne que les gens se retrouvent à Banjul, dans la capitale même, pour mener, et c'est là la programmation de la commission électorale indépendante, mener la campagne au centre-ville, dans la capitale. Déjà, il y a 7 régions qu'il faut rappeler, 7 régions administratives, Banjul, Sing, Brikama, Kerewan, Mansapo, Djanjabouré et Bassé. Bassé où nous sommes passés avant-hier, c'était le lundi nuit. Nous avons trouvé sur place un candidat. La campagne qui s'est tenue, il faut le rappeler, jusqu'à 23h et de façon civilisée, sans heurts ni violence. Les militants se mobilisent, attendent leurs candidats qui viennent les rencontrer et leur expliquer son projet de société, qu'est-ce qu'il pense pour déjà lorsqu'il est élu dans ce pays. D'accord, Daouda Mohamed Kamara, notre envoyé spécial depuis la Gambie. Jacques Léon, on continue avec vous. Est-ce que on peut avoir avec vous quelques informations précises, aussi bien sur les électeurs qui doivent choisir ce président, et puis les candidats, vous nous appreniez ces 6 candidats, et puis Adama Barrow qui cherche à se succéder à lui-même. Qu'en est-il de l'alliance qui était annoncée aussi entre son parti et le parti de l'ex-président Yahya Jammeh? Alors, pour commencer avec la première question, la population électorale aujourd'hui est de 962 157 électeurs, soit 416 839 hommes et 545 318 femmes votantes aujourd'hui. Et la répartition, elle est faite comme ainsi. À Banjul, on a 47% des votants, 47,5% des votants. À Kinifing, 45,6% des votants. 43,7%. Du côté de Kerewan, 43,7%. Djanjabouré, on a 42%, à Mansakonko, 45,1%, à Bassé, 38,1%. Et qu'aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, le projet de rapprochement qui était prévu entre Yahya Jammeh et le parti de Yahya Jammeh et de Adama Barrow est bien en cours. Mais il se trouve que la candidature de ce parti n'a pas prospéré et donc Adama Barrow a été amené à porter désormais le parti qu'on appelle NPP, National Population Party, le parti national pour la population, qui est porté par Adama Barrow. Et sur cette liste, il faut le rappeler,
Nous avons l'UDP qui est porté par Ousseinou Dabo. Nous avons GDC qui est porté par Mama Kandé, qui est d'ailleurs deuxième à l'Assemblée nationale, il faut le préciser. Ali Bakar Salah, PDOIS, qui était à la tête de la structure qui a porté la réconciliation nationale, un avocat qui aujourd'hui a tiré sa popularité à la tête de cette structure. Nous avons également Issa Mbaye-Fall, le candidat indépendant, que je précise, cet avocat, Adama Barrow qui a sa propre succession, et Abdoulaye Ibrahima Djamé qui est le porteur de ce parti NUP, qui a pour d'ailleurs le symbole, le tracteur, les plans qui disent de lui un agriculteur. D'accord. Daouda, deux questions rapidement. Globalement, c'est quoi les principaux slogans qu'est-ce qui est mis de l'avant dans les slogans? Est-ce l'agriculture? Est-ce le rassemblement? Qu'est-ce qui se déduit des principaux slogans que vous avez pu observer? De l'autre côté, il y a un candidat, c'est la particularité gambienne par rapport à nous, il y a un candidat indépendant, parlez-nous-en, c'est quoi finalement ses mérites? De quoi est-il fort? Est-ce qu'il compte pour les candidats les plus sérieux? Oui, pour la première question, les slogans sont tout particuliers et les slogans, il faut le dire, on a vu avec le règne, si on peut le dire ainsi, de Yaya Jammeh, les Gambiens étaient comme une population terrée qui n'osait pas lever le ton, qui n'osait pas même prononcer parfois le nom de président. Et aujourd'hui, cette liberté d'expression, elle est de mise désormais en Gambie. Alors, comment mettre les Gambiens ensemble? Comment porter désormais les projets de développement de la Gambie? Ce sont là les différents slogans qui sont portés par les différents candidats. C'est la réconciliation nationale, c'est l'unité nationale, c'est le développement, c'est l'agriculture surtout pour l'autosuffisance alimentaire. Pour ce qui est de la deuxième question, Issa Mbaye-Fall, qui est ce candidat indépendant, je le rappelais tantôt, il a été celui qui a porté cette structure de réconciliation nationale, et c'est un avocat, et il a tiré sa popularité là parce qu'il a été à la hauteur des attentes de la population gambienne, et que les Gambiens se mettent ensemble et que puisse aujourd'hui m'attaquer à un candidat et que son militant ne se jette pas sur moi, qu'il n'y ait pas de problème. Il a été celui qui a porté cette structure et cela s'est bien passé. Donc, il est venu et aujourd'hui, partout où nous sommes passés, nous avons eu à rencontrer, à causer à Nof avec certains citoyens qui lui portent confiance, et l'ancien, le vieux, il faut le dire, le vieux candidat, le vieil opposant de Yaya Jammeh, c'est bien Ousseinou Dabo. Ousseinou Dabo qui porte le parti UDP, qui était qui est le président du parti dont faisait partie l'actuel président Adama Barrow, et avec ce qu'on a appris, comme vous avez suivi l'actualité d'ailleurs, et une sorte de trahison qui serait intervenue entre les deux, et aujourd'hui les deux ne sont plus ensemble. Adama Barrow porte désormais son propre parti NPP et Ousseinou Dabo qui continue avec son parti UDP. Parfait, Daouda Mohamed Kamara, notre envoyé spécial depuis la Gambie, Moussa Moïse. Est-ce que l'ombre de l'homme à la Cannes et au Saint-Coran est encore visible dans les rues de Banjul? Quelle place occupe-t-il encore Yaya Jammeh dans le cœur des Gambiens? L'homme au Coran, l'homme à la Cannes, mais aussi l'homme au long chapelet, kilométrique comme le diraient certains. The Big Man. Aujourd'hui, son nom ne semble plus prononcé par des Gambiens. Les Gambiens l'ont mis dans l'oubliette. Les Gambiens regardent désormais devant. Les Gambiens, les projets de développement qui les intéressent, plus Yaya Jammeh, parce que son nom n'apparaît désormais nulle part. Et s'il y a un symbole qui retienne encore l'image de Yaya Jammeh, c'est bien la monnaie qui est d'Alassi, qui a été fortifiée par Yaya Jammeh. Et sur certaines coutures, sa tête persiste encore. Mais en dehors de cela, le nom de Yaya Jammeh n'est plus de l'actualité. En tout cas, les différentes villes que nous avons traversées jusqu'à Tirekunda, jusqu'à Banjul, Yaya Jammeh ne semble plus être l'homme dont le nom peut revenir désormais. Yaya Jammeh qui disparaît sans surprise. Maf, on poursuit l'interview avec vous. Alors,
Je veux bien parler de celui qui l'a remplacé, Adama Barrow. C'est vrai que quand il venait, il incarnait un certain espoir. Est-ce qu'aujourd'hui, son bilan joue en sa faveur? Et l'autre question, c'est quoi, à date, l'enjeu principal de ce scrutin? Quelles sont les attentes des Gambiens? Alors, pour ce qui est du bilan de Adama Barrow, il faut dire déjà que lorsque vous traversez la frontière entre la Guinée, entre le Sénégal et la Gambie, vous avez juste quelques petits kilomètres de route non bitumée. Mais sur plus de 1200, il faut bien le dire, 1200 kilomètres, et Adama Barrow a réussi à bitumer cette route. Et le développement avec Adama Barrow, en tout cas sur le plan infrastructurel, c'est ce que nous avons entendu du côté des Gambiens, en tout cas Serekunda ici. Le développement à la base, il l'a fait en infrastructure à l'intérieur du pays, pas forcément dans la capitale. Et quand vous prenez la capitale, comme vous savez, c'est une sorte d'entonnoir. Banjul, c'est la région. Serekunda, où il y a le grand marché, où il y a les activités économiques et administratives. Banjul est dans ce petit entonnoir qui est de l'autre côté. Mais toutes les activités économiques sont du côté de Serekunda. Et le développement infrastructurel à ce niveau reste encore à désirer parce que ce n'est vraiment pas réluisant de ce que nous avons constaté. Mais en région, Adama Barrow s'est investi à la construction des routes. Et nous apprenons d'ailleurs que aujourd'hui et demain, il sera à Serekunda pour lancer d'autres activités de construction de routes je crois, de 2 fois qu'il va lancer, et cela va être dans le cadre de la campagne. L'enjeu cette fois de cette élection, la deuxième question de Mafoudi à Bangoura, c'est bien quel est l'enjeu aujourd'hui de cette élection. On a eu à rapprocher certains qui nous ont confié. Vous savez, Adama Barrow, quand vous êtes du côté des commerçants, des opérateurs économiques, lui déjà, il en est un. Il a été celui qui a permis à ces opérateurs économiques de s'exprimer aujourd'hui ou de se faire de la place. Beaucoup de nos compatriotes guinéens d'ailleurs, qui sont dans ces business ici en Gambie, qui ont trouvé ici comme leur résidence, leur domicile, et puis ils ont construit, ils sont là comme chez eux, et l'activité commerciale bouge bien avec Adama Barrow. Donc de leur côté, c'est la reconduction de Adama Barrow. Et de l'autre côté, comme vous le savez, avec, comme on les appelle, de gentlemen, ceux qui sont ces intellectuels, ils ont aussi leur côté, ce petit orgueil d'avoir un intellectuel vraiment bien fait, qui soit à la tête du pays. Donc l'enjeu, il est entre des gentlemen et de economic partners. The gentlemen and the economic partners. On va avec vous, la dernière question, Ahmed Kamara. Alors, Daouda, c'est vrai que du côté de la Gambie, ou encore dans certains pays africains, même quand les chefs d'État ont 2 femmes, il y a toujours une qu'on voit. Mais en Gambie, il y avait une certaine particularité. Oui, c'était les 2 qu'on voyait sur les capots des véhicules. Qu'est-ce que cela représente pour les Gambiens? Vous savez déjà que la Gambie est un pays fortement musulman, et cette réalité, cette influence religieuse porte encore plus sur les comportements des Gambiens. Alors, à la perception des Gambiens, cela ne représente pas grand-chose, en tout cas de ce que nous avons, de ce qu'on a pu interroger sur la question. Pour eux, c'est vraiment un musulman qui a 2 femmes, il peut en avoir jusqu'à 4, et que ces femmes se mettent en campagne ensemble. Si elles ont pu réussir à transcender leur jalousie pour se mettre ensemble et accompagner leur mari, les Gambiens ne trouvent pas grand-chose à redire. Et ce qui importe, c'est que leur division n'ait pas d'impact sur la gestion du pays. Mais si elles sont ensemble, les Gambiens, pour l'instant, ne trouvent pas à redire. Voilà, les Gambiens ne trouvent pas à redire. Daouda, on va quand même... Avec ça, on ne peut pas ne pas poser cette question. Et ils n'ont pas de problème de fichier électoral. Leur National Electoral Commission, il n'y a pas de souci là-bas, comme on en a ici? Et comme vous le savez déjà, avec ce chiffre que je viens de vous donner, 962 157 électeurs,
et qui pourrait être la population électorale d'une ville guinéenne ou en tout cas d'une petite région guinéenne. Donc on saurait avoir des soucis avec, parce que notre question liée à ce fichier électoral, c'est que c'est seulement les Gambiens résidents qui sont intéressés par ces élections. Il n'y a pas de diaspora qui soit concernés par ces élections. Il n'y a pas de diaspora comme en Guinée, on a la population électorale de la diaspora et de l'interne. Pour les Gambiens, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, la particularité du vote en Gambie, c'est pas comme les bulletins qu'on fout dans nos urnes du côté de la Guinée ou ailleurs. Ils ont ce qu'ils appellent, ils ont leur bille de vote. Lorsque vous venez, il y a des urnes pour chaque candidat. Et à ce niveau, vous venez, vous injectez votre bille dans l'urne de votre candidat et vous vous en allez. Pas dire que vous venez cocher sur un papier et autres, c'est les billes qui jouent là. Et est-ce que c'est pour la transparence, est-ce que ça tient à la transparence? Ça, on ne saurait pour l'instant le dire parce qu'il n'y a pas eu grande contestation à ce niveau. Mais leur façon de vote est toute particulière. Ce sont des billes comme par le passé en Guinée où les gens s'alignaient pour les Gambiens depuis 65 à leur indépendance jusqu'à maintenant. C'est des billes qui jouent et même si on a eu avec le responsable de communication et de la formation Papa Makankan, qui nous a dit que peut-être avec les ouvertures, avec plusieurs candidats à l'avenir, si on a par exemple 20 candidats, on pourrait changer de système, mais pour l'instant, on se contente du système qui est là. Daouda Mohamed Kamara, notre envoyé spécial depuis la Gambie, il suit pour nous les événements qui vont entourer l'élection présidentielle du 4 décembre, au terme de laquelle un président sera désigné. Daouda, merci de nous avoir fait ce compte-rendu. On va suivre cette actualité avec vous courant de cette semaine et également pour les semaines à venir. Les grandes gueules, nous allons donc au dernier virage de cette émission pour l'interview. Notre invité est déjà installé dans un instant, on se prend. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Radafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. C'est un média de service public dans toute sa signification. Quels sont les tenants, quels sont les aboutissants d'une telle ambition? Yamoussa Sidibé, ancien directeur général de la RTG, nous fait l'honneur de nous visiter et de vouloir répondre à nos questions ce matin. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs de l'espace. Merci donc de vouloir répondre à nos questions ce matin. Jacques va poser la première question, ma chère Maf. On va parler de RTG, on va parler également du CNT puisque vous avez été désigné pour y aller. Je voudrais pour nous représenter, oui, mais bien sûr. Je voudrais vous amener à clarifier des propos qui sont les vôtres. Tenu donc au lendemain de la présidentielle de 2020. Il s'agissait de réagir donc à cette réélection du président Alpha Condé. Vous disiez, je vous reprends comme ça, j'entends les partisans du parti au pouvoir dire le président est élu pour le premier mandat de la 4e République. Il n'y a pas d'amalgame possible. C'est un 3e mandat, mais un mandat rendu légal, parce que la constitution sur la base de laquelle les élections ont été organisées a été adoptée par la majorité des Guinéens. Qu'est-ce que vous aviez voulu dire à l'époque? Qu'est-ce que vous avez voulu dire à l'époque? Ta question, c'est de savoir ce qu'il a voulu dire ou s'il continue d'assumer ce qu'il a dit. Parce que c'est quand même clair. Puisque le contexte a changé, je pense que c'est clair. Monsieur Sidibé a voulu l'honneur. Mais non. Quand je tenais ces propos, le contexte n'avait pas changé. Je me rappelle que Jacques était au studio ce jour-là. Quand j'ai tenu ces propos, je les assume. N'est-ce pas?
si par exemple ce jour, le jour des élections, tout le monde avait décidé de ne pas y aller, tout le monde avait saboté cette élection-là, ce n'aurait pas été une élection normale. N'est-ce pas? Mais en y allant, quelques-uns ont donné un cachet plutôt légal. Ça veut dire que ce qui a été adopté, on pouvait être élu sur la base de cela. Je voulais clarifier certaines choses, certains propos que j'avais parce que c'est facile dans notre pays d'étiqueter tel ou tel. Exactement. Sans comprendre les conditions dans lesquelles on dit ceci ou on dit cela, et sans comprendre les conditions dans lesquelles on se trouverait. Et c'est une situation qui a été créée et qui a mis, disons, les intellectuels à mal, parce que il y en a qui ont manqué de courage, il y en a qui ont su s'assumer, n'est-ce pas? Vous remarquerez que je suis en train de choisir minutieusement mes mots pour ne pas écorcher ceci ou cela. Mais c'est une situation qui a été créée. Peut-être que c'est un peu trop tôt de comprendre les positions véritables des uns et des autres. Mais l'avenir nous le dira. Moi, dès 2016, j'avais commencé à écrire quelque chose. J'ai achevé d'écrire ce manuscrit en 2018. Parce qu'en 2016, déjà, je constatais quelque chose qui n'allait pas. Les écrits de la rancœur. Non, c'est pas publié encore. Okay. Jusque-là, c'est pas publié. Parce que certainement, ce monsieur que vous admirez ici m'écoute maintenant. Il a lu ce manuscrit, lui-même m'a découragé de le publier en ce moment-là. Et donc, ça, ce sont mes convictions réelles, monsieur, véritables. Nous admirons, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Sidibé? Il s'agit de qui? Par exemple, Justin Morel Junior, ok, d'accord, qui est mon mentor aussi, qui a contribué éminemment à ma formation. D'accord. Donc ce manuscrit-là, il avait lu, comme plus de 5 intellectuels guinéens avaient lu ce manuscrit-là, beaucoup m'ont dit de ne pas le diffuser. Donc dans ce manuscrit-là, qui va être bientôt publié, j'exprime véritablement mes convictions. Mais il y a des propos qu'on peut tenir à un certain moment de l'existence qui, peut-être par manque de courage ou bien par ceci ou cela, qui ne sont pas véritablement l'expression de ce que nous avons dans le ventre. Hein? On peut vouloir rentrer dans son pays sans problème. On peut vouloir éviter, par exemple, la prison. On peut vouloir faire ceci ou cela. Il y a beaucoup de choses. Dans votre cas, que protégiez-vous? Qu'est-ce que vous vouliez éviter? Et essentiellement, je protégeais ma personne. Mais cela ne veut pas dire que moi, je n'ai pas soutenu Alpha Condé. Vous le disiez d'ailleurs que depuis 92, vous êtes avec Alpha. Je ne le nie pas. J'ai accompagné le professeur Alpha Condé. Je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu. Surtout dans la dernière année dans les dernières années de la présidence du général Lansana Conté, où on a assisté à la déliquescence totale de l'État. Pour moi, l'espoir, c'était le professeur Alpha Condé. Je l'ai accompagné, je l'ai soutenu. Je le revendique, je l'ai soutenu. J'ai commencé à m'éloigner de lui à partir de 2016, à partir des élections de 2015, je crois. 2015, la présidence. Quand j'ai vu qu'il était en train, nous étions, ou bien la situation était en train de reproduire beaucoup de choses qu'on reprochait au président Conté. Sur quel plan? Économique, social, politique? Sur tous les plans. Sur tous les plans. Par exemple, si je prends, moi je suis journaliste, comme vous le savez, vous ne l'oubliez pas. Et par exemple, nous reprochions au président Lansana Conté l'interdiction des médias publics aux autres responsables politiques. À l'opposition. À l'opposition en général. N'est-ce pas? C'était l'un des reproches qu'on faisait. Et sous le président Alpha Condé, je me suis démené à ouvrir l'antenne. En tout cas, j'en ai parlé pour qu'on ouvre l'antenne à tout le monde. Ce n'est pas un média qui appartient au gouvernement. Ce sont des médias qui appartiennent aux Guinéens. Des services publics, donc qui appartiennent à tous les Guinéens. Donc tous les Guinéens doivent avoir accès à cela. Et c'est ce que représentait le profil, l'image du président Alpha Condé. Malheureusement, ça n'a pas prospéré. Donc, en ce moment-là, et puis je voyais des prémices. Est-ce que puisque vous avez été directeur général de la RTG, vous aviez tenté, on vous a empêché? Parce que je vous ai suivi sur la même question à l'époque, Makanera était ministre, on avait posé la question, on vous avait posé la question, c'était dans les grandes gueules, c'était de savoir pourquoi les partis politiques d'opposition n'accèdent pas aux médias d'État. Vous aviez répondu, j'ai encore votre réponse en mémoire, que ceux qui veulent que la RTG couvre leurs activités n'avaient qu'à le demander.
Il n'est écrit nulle part que la RTG ne doit pas couvrir les activités des opposants. Il n'est écrit nulle part. Dans les conditions normales, quand un parti politique crée un événement, il est du devoir de la RTG de couvrir l'événement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui se passent. Vous vous êtes auto-censuré. Vous vous êtes donné vous-même des limites. Non. Non, vous savez... On vous empêchait de le faire? Non, mais parce que... Il y a une démarche qu'il a voulu entreprendre. Tu peux reprendre la question, Ahmed, s'il te plaît. Voilà, en tout cas, vous nous signalez tout de suite que quand le professeur est arrivé, vous avez fait quand même le pas pour amener les autorités, c'est cela, à accepter ou à comprendre à s'ouvrir un peu des médias au service... Qui agissent au service, pour le service public notamment. C'est vrai que nous tous nous agissons pour le service public, mais particulièrement la RTG, elle est encore différente de nous les médias privés. Oui, comme je l'ai dit, moi j'ai soutenu Alpha Condé. Je le voulais le meilleur président guinéen. Je l'ai souhaité. Et il y a des choses qu'il reprochait à l'ancien système, des choses que je trouvais normales. Et ma volonté était de l'accompagner dans ce sens-là. Pour que, sous son magistère, sous sa magistrature, que la Guinée, ces pratiques cessent, que la Guinée ressemble aux autres nations. Allez-y. Je crois que non, il a... Voilà. Il aura besoin dans la salle. On va régler... J'ai souhaité que la Guinée ressemble aux autres nations du monde. N'est-ce pas? Je suis journaliste, je ne suis pas politicien, je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Jamais appartenu à un parti politique. Je voulais accompagner un homme qui s'annonçait comme étant un démocrate. Un homme qui savait comment ça se passait ailleurs et qui avait la possibilité de changer la Guinée. Et en tant que directeur, quels sont les pas que vous avez posés dans ce sens? Concrètement, j'ai tenu à ouvrir l'antenne à l'opposition. J'ai tenu à ouvrir l'antenne à l'opposition. À un moment donné, on m'a taxé même d'appartenir à un parti politique. Lequel? À l'UFR. On m'a accusé d'appartenir à un parti politique. Allez, je vous le dis maintenant, je n'ai jamais appartenu à l'UFR. Le président de l'UFR est un ami, mais je n'ai jamais appartenu à ce parti, ni à aucun autre parti politique. Ma présence à la tête de la RTG, c'était de redonner à ce média, à ce médium d'État, à ce médium, pas d'État, le médium qui est du service public. Vous voyez que même avec vous, tout le monde est moulé. Mais non, ce n'est pas, vous pas ça. Non. Vous dites médium d'État. Non, enfin. la RTG s'affiche comme un média d'État, malheureusement. Mais le langage ne trahit pas finalement. Non, mais parce qu'en fait, le langage constate une réalité. Le parler part de ce qui existe. Et ce qui existe aujourd'hui, c'est que... Je vais vous entendre clairement. Est-ce que dans vos démarches, vous avez été bloqué? Et par qui? Jacques, si tu permets. Oui, c'est important. Oui, parce qu'il dit avoir affiché l'ambition. Permettez, l'ambition s'est traduite par quoi en termes d'actes concrets? L'ambition, c'est aussi... Qu'est-ce que vous avez fait concrètement avant de rencontrer ces difficultés dont Jacques parle? Alors, l'ambition, c'est par exemple autoriser les reporters à aller dans les états-majors des partis politiques. Vous l'avez fait? Oui. Je l'ai fait. Oui. D'accord. Je l'ai fait. On a couvert beaucoup d'événements. Un jour, je vais vous donner une anecdote. Il y a une journaliste qui était à la RTG, elle n'est plus là, elle s'appelle Séni Lama. Séni Lama. Bon, en Guernsey, on dit Héni Lama. Et elle a couvert une manifestation de l'opposition. Le ministre Kassori Fofana était dans l'opposition en ce moment-là. Elle a pris un extrait du président Kassori Fofana. D'accord. Et l'extrait dans lequel Kassori dit « Nous sommes sortis aujourd'hui, nous ne sortirons plus nombreux mercredi prochain. N'est-ce pas? J'ai laissé passer. À quelques temps avant la diffusion, des journalistes ont alerté Sékou Touré. Des journalistes? Wow. Des journalistes. Qui travaillent à la RTG? Qui travaillaient à la RTG. Ont alerté Sékou Touré. Et j'ai reçu un coup de fil pour me dire qu'il y a tel extrait. De la part de l'opposant Kassori Fofana. Non, c'est pas la peine. C'est important. Non. On veut savoir si, par exemple, le président de la République... Non, on n'ira pas comme ça. Non, mais... En fait, c'est journaliste. Oui, mais quand même, c'est quelqu'un qui vous a appelé. Il est quand même en train d'évoquer... De façon générale, ce que je veux vous dire simplement, c'est que je voudrais
j'ai travaillé à restituer son profil de démocrate à Alpha Condé. J'ai voulu cela. J'ai voulu qu'il sorte de cette gouvernance grandie. On veut bien entendre la fin de cette histoire. Oui, justement. Le coup de fil que vous avez reçu de la présidence. Et comment tout cela s'est passé? Non, mais écoute, on m'a cité expressément l'exprès. Oui. L'opposant Kassori Fofana a dit ceci. Ça ne doit pas passer. Vous l'avez donc amputé? On a sucré. Ok. On a sucré. On a sucré. Donc du coup, est-ce que ça vous a valu plus tard les animosités et tout cela? Beaucoup de choses, l'accumulation de beaucoup de choses, de ces petites choses-là, ont entraîné certainement mon départ de la RTG. Alors, on aura compris quand même que tous les directeurs qui se succèdent là-bas ont ce problème, c'est-à-dire cette dépendance vis-à-vis du pouvoir, souhaité ou pas. Il y a eu un changement ces derniers temps, déjà avant de parler de l'arrivée de Fana. Est-ce que vous pensez que, qui que ça soit, la RTG va être difficile à changer de par la volonté du pouvoir, ou bien c'est le statut même de cette boîte qui pose problème? Le temps de vous laisser le temps de vous laisser je suis obligé de boire comme ça, j'ai de boire avec un verre. On est justement conduit cette interview avec Yamoussa Sidibé, ancien directeur général de la RTG. Avec lui, nous abordons les voies et moyens pour faire de la RTG un véritable média au service public. Mafoudi a posé finalement la question, une RTG de service public, véritablement, c'est possible en l'état? C'est possible et c'est un effort politique à faire. C'est une compréhension politique qui peut nous amener à cela. La RTG, dans sa situation actuelle, ne peut pas satisfaire les Guinéens. Elle ne peut pas satisfaire les Guinéens parce qu'elle reste une trompette du gouvernement. Elle reste une trompette des gens qui sont au pouvoir. Elle ne peut pas faire autrement aujourd'hui dans son statut actuel. Il faut que cela évolue. La RTG aujourd'hui est un simple service rattaché au ministère de la Communication. La RTG rencontre, elle ne décide pas, elle n'a aucune autonomie, ni administrative ni financière. Contrairement à presque toutes les structures audiovisuelles aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Il faut que la RTG évolue. Et comment? Quelles sont les réformes structurelles à entreprendre dans ce sens? Il faut que la RTG change de statut déjà. Ok. Le statut déjà, que la RTG devienne ne serait-ce qu'un office. Un office. Il y a des pays qui ont dépassé le stade d'office. Et je vous assure, dans ces pays encore, les présidents sont très présents à l'antenne. Prenez le Sénégal, qui est une société aujourd'hui. Prenez la Côte d'Ivoire, qui n'est même plus un office. Mais prenez le RTB du Bénin. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins les mêmes critiques que l'on fait à la RTI aussi, par ailleurs. Oui, mais ils sont plus que nous. Ils ont beaucoup plus de moyens parce que le directeur général a beaucoup plus de capacités. Il peut davantage s'ébrouiller. Beaucoup de Moi, je suis ici. J'ai vu, par exemple, un de vous, Ahmed Kamara, qui a une excellente voix. Ahmed Kourouma. Ahmed Kourouma. Oui. Il a une excellente voix. Si j'avais été directeur de la RTG, de l'office de la radiodiffusion de télévision guinéenne, j'ai préféré. Pas pour les chroniques, mais pourquoi exactement? Pour le reportage. Ah, pour le reportage, d'accord. Je pense que oui, le monde mal. Vous comprenez. Nous comprenons. C'est-à-dire que si le directeur général a les moyens de s'ébrouiller, les grandes gueules, de regarder autour de lui, de récupérer qui il veut, de repartir les gens selon leur capacité, selon ce qu'ils pensent de la possibilité des uns et des autres de s'exprimer dans tel ou tel poste, mais vous allez voir, ça va changer. Ça va changer. On n'est pas sur une autre planète. Nous sommes là. Pourquoi les autres ont réussi et pourquoi pas non? Donc, il y a le fait que il y a des choses qui pouvaient changer à la RTG. Il y a des choses qu'on peut réaliser. Mais à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je vous ai eu lundi, Moussa, sur cette question, je vous ai eu lundi ici à l'antenne. Vous disiez très très clairement, en l'état, n'importe quel directeur qui vient à la RTG échouera. Vous l'avez dit lundi. Mais finalement, quelle marge de manœuvre pour le nouveau qui vient d'arriver? Qu'est-ce qu'il peut faire dans le contexte actuel? Mais si les nouvelles autorités acceptent de l'accompagner, acceptent de comprendre l'exigence de changer la situation, de changer la façon, l'administration de la RTG, la façon, comment on dit ça, d'évoluer de la RTG, la chose peut changer. Mais c'est seulement cela.
D'accord. En attendant que le statut de ces médias Sur deux points sur lesquels nous aimerions vous entendre, c'est le premier point sur les équipements. Comment est-ce que l'RTG pourrait donc essayer d'avoir un peu plus d'équipements qui soient aussi dans l'air du temps, et également la gestion des moyens financiers. Comment ça se passe et comment ça devrait se passer? Sur les équipements et la gestion des moyens financiers, la question reste posée de Moussa Moïse. Vous allez y répondre juste derrière, après nos obligations commerciales, la prolongation s'imposant. On se retrouve dans seulement 8 minutes. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.